Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne, oui, sur une seule chaîne, Éclair TV, chaîne numéro 23 sur votre satellite. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis bien sûr, on vous présente les forces vives de l'île. Et là, aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous appréciez énormément. Vous étiez nombreux à suivre ses reportages sur cette même chaîne. Et oui, il est avec moi sur le plateau. Il va vous parler un petit peu de son parcours et bien sûr de ses documentaires. J'ai l'honneur de recevoir Blaise Menjiwa Kanoufé. Kanoufé, ah, bien, je suis content de te recevoir. Franchement, merci d'être sur le plateau. Eh ben, c'est un plaisir partagé, mon cher Stylie. Ah, parce que tu as tellement d'énergie. Dès que je le vois, je suis de bonne humeur. On ne peut pas être triste lorsque Blaise est dans une pièce. Excellent. Donc, tu es de retour, tu es de passage en Guadeloupe ou tu es de retour parce que tu nous avais laissé. Tu es parti en France. Oui, non, mais parce que mon travail aussi m'amène à travailler énormément en métropole, dont je fais des allers-retours en permanence. Okay. Et c'est toujours un plaisir renouvelé de retrouver mon énergie quand je reviens à la maison. Voilà. T'as vu, c'est le soleil, c'est l'air. Tu vois, ça te fait du bien, il faut que tu restes ici. En tout cas, là maintenant, c'est vrai qu'on te connaît en tant que réalisateur, producteur et même journaliste. Oui. Mais à la base, tu n'as pas commencé dans le milieu audiovisuel. Absolument pas. Mon parcours est complètement atypique. Moi, je suis juriste de formation. Ouais. J'ai fait des études de droit à la Sorbonne. Okay. Et j'ai commencé comme cadre supérieur à UAP International, qui est devenu AXA, qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Okay. Et j'ai dirigé des filiales de l'UAP dans le monde, hein, en Afrique. Et mon dernier poste à UAP, c'était directeur général de l'UAP pour toute la Caraïbe. D'accord. Voilà. Comme ça. Donc, je n'ai rien à voir avec ma formation initiale n'a rien à voir avec le milieu du cinéma. Mais en revanche, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est cinéma, tout ce qui est culture, photographie, tout ça. J'ai toujours été très intéressé. Voilà. Et quand j'ai pris ma retraite de l'assurance, notre ami Mario Moradel me dit Blaise, pourquoi ne pas présenter une émission? Parce que comme j'avais fait le tour de la Guadeloupe, sensibiliser les gens, j'étais ce père de famille qui avait sensibilisé les gens sur les questions de violence en Guadeloupe. Il m'a dit, mais pourquoi ne pas continuer cette action à la télévision? Voilà comment je mets le pied dans ce métier extraordinaire des médias, de saltimbanque, et que je prends goût et passion pour cela. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, je m'investis toujours profondément sur ce que je fais. Eh bien, j'ai pris ça à bras-le-corps et puis je me suis lancé et puis j'ai commencé à faire… Je te signale que j'ai commencé mon premier documentaire, c'est avec un portable qui s'appelle la diaspora antillaise au Cameroun. Je suis allé faire un reportage au Cameroun. D'accord. Et il en est résulté un documentaire qui aujourd'hui cartonne sur le site de ETV, sur YouTube. Oui, on en est à plus de 70 000 vues sur un documentaire de 56 minutes quand même. Hein. Alors que c'est pas trop le format Internet, puisque c'est vrai que sur Internet, les gens, au bout de 30 minutes, ils en ont marre. Mais comme quoi, mais c'était lui, Radiotélescopie. Mais et Radiotélescopie, est-ce que tu attendais un tel retour? Parce que franchement, les gens adoraient. Les gens étaient tout le temps au rendez-vous. Oui, je m'attendais absolument pas. Vraiment, on a fait un test pilote, une épisode pilote, et puis bon, on s'est rendu compte que ça marchait. Et puis j'ai demandé à Mario, Mario, tu me donnes carte blanche pour que je puisse faire tous les thèmes que je souhaiterais faire. Eh bien, on est parti. Bon, au début, c'était un peu poussif parce que on n'avait pas vraiment les moyens pour pouvoir le faire. Et puis, petit à petit, ça s'est affiné. Moi aussi, ma manière d'aborder les sujets s'est affinée. Et puis, bon, voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai dérivé vers l'écriture de documentaires. Parce que c'est des thèmes en plus qui me tenaient à cœur, sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Mais en gros, tu es tout seul? C'est-à-dire, est-ce que tu as quand même une équipe, des monteurs, des cadreurs aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Mais au début, tu étais tout seul. Donc, c'est important à dire aux jeunes, si vous voulez commencer vos documentaires, lui, il est parti avec un portable. Et il a réalisé ses affaires. Donc là, aujourd'hui, tu es un petit peu plus structuré. Oui, bien sûr. J'ai quelqu'un avec qui je travaille beaucoup et qui est vraiment ma complice parce qu'elle est…
elle sait quand je veux tel type d'image, elle sait exactement ce que j'attends. C'est Bénédicte Jourdier qui a travaillé avec moi d'ailleurs sur la dernière année sur Radio-Télescopie, qui est une grande journaliste connue et reconnue sur la place ici en Guadeloupe. Avec elle, nous travaillons. Et puis d'autres amis encore qui travaillent avec moi sur tous les projets que je fais. Je les associe toujours. Et on fait, voilà, et le dernier d'ailleurs, c'est Guadeloupe, terre de Rome et des hommes. Et on va en parler, mais juste avant, tu as fait pas mal de documentaires, là encore, qui ont fait grand bruit, qui étaient vraiment excellents. Tu as fait Ça, c'est le Zouk, la vraie. Non, ça, c'est le Zouk, la vraie histoire, c'est ça? C'est ça. Qui reprend un petit peu, tu as tous les témoignages d'un petit peu tout le monde. Est-ce que ça a été facile d'aller chercher chaque protagoniste, chaque personne que tu as interviewée? Parce que je pense qu'il ne manque personne dans ce documentaire. On apprend dans ce doc les vraies origines du Zouk. Si vous ne savez pas d'où ça vient, eh ben, je vous invite vraiment à rester connecté sur Éclair TV parce que c'est en rotation. Déjà, combien de temps as-tu pris pour réaliser ce documentaire? Est-ce que ça a été facile de contacter, encore une fois, tous les protagonistes? Comment tu t'es débrouillé? Eh ben, ça, c'est toujours la même question. D'abord, c'est un métier que nous faisons par passion. Parce que franchement, c'est un métier que moi je fais par passion. Et le Zouk, c'est quelque chose qui m'est consubstantiel, comme à beaucoup de gens de ma génération. Ici, le Zouk, ça nous a donné un sens de la fierté, de retrouver une musique qui nous parle, qui parle des tripes, qui prend aux tripes. Et donc, ça a pris 15 mois pour faire le film. 15 mois. 15 mois. Voilà. Avec des allers-retours permanents sur la métropole, parce qu'il fallait rencontrer les gens comme Jacob Desvarieux, Madame Jocelyne Béroir, je crois qu'elle était en France aussi à l'époque. C'était des allers-retours permanents. J'ai tourné, j'ai même une petite anecdote à vous raconter, avec Jacob. J'ai tourné avec Jacob jusqu'à 2 h du matin dans un studio. Et je l'ai vu travailler. Et vraiment, ça a été un moment extraordinaire de le voir travailler, faire avec son fils qui était ingénieur du son et qui prenait le son et tout ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que le métier de chanteur, ce n'est pas simplement faire un concert, parce qu'il y a un boulot extraordinaire derrière. C'est comme le métier de journaliste. Ce n'est pas juste venir et puis présenter les nouvelles, c'est écrire, l'écriture. Il y a un boulot extraordinaire. Et j'ai vu Jacob, pour faire une prise d'une phrase, travailler 4 heures. 4 heures. Les gens ne s'imaginent pas. On a travaillé jusqu'à 2 h du matin. Moi, je le filmais. Jusqu'à 2 h du matin. Mais j'étais épuisé. Mais il était là, il avait une énergie extraordinaire. Voilà, donc j'ai pris le temps, je suis allé en Martinique, je voulais rendre dans ce documentaire, dans ce film, ce que c'est que le Zouk. Parce que le Zouk, ce n'est pas simplement une musique, vous vous en doutez. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est une quête identitaire. Il faut savoir que le Zouk, l'avènement du Zouk, c'est quand? C'est à la charnière des années 70 et des années 80. Pourquoi? Parce qu'auparavant, qu'est-ce que nous écoutons aux Antilles? On écoute de la musique qui vient de Santo Domingo, ou de Cuba, ou d'Haïti. Ce sont eux qui dominent. Et même les groupes ici locaux à l'époque... c'était plus des reprises. C'était plus des reprises. On était dans le cadence campa, machin et tout ça. Et puis, Pierre-Édouard Décimus réfléchit... il y avait aussi l'influence yéyé, disco et tout ça. Ils se disent, mais à un moment, il va falloir que nous fassions quelque chose qui nous ressemble, qui soit notre musique. Voilà comment l'idée part. Et il enregistre dans Jarry, à l'époque, dans les années 77, le son des Masses à Saint-Jean. C'est comme ça que ça commence. Et puis, Freddy Marshall, aussi derrière, a un concept de cette musique-là qui va au-delà de la musique. C'est la captation d'un inconscient collectif qu'ils veulent en fait transformer d'un point de vue musical. Et c'est comme ça que la conjonction de ces deux-là, Freddy et Pierre-Édouard Décimus, ils vont... Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, et que je salue, Freddy. La vérité. Voilà, et ils sont... c'est des gens extraordinaires, vraiment, qui sont la mémoire de cette musique-là. Et c'est comme ça que va naître le Zouk. Et on va ajouter donc
Jacob Desvarieux, qui va venir avec sa maestria de la guitare, qui était plutôt un gars qui venait plutôt du rock. Hein, exact. C'est lui qui introduit les riffs de guitare rock dans le zouk. Eh ben, c'est ce mélange-là qui va donner ce truc détonnant, qui va exploser à la face du monde, qui s'appelle le zouk. Excellent. N'en dis pas plus, parce que si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur Éclair. Encore une fois, le documentaire est en rotation sur la chaîne. Vous allez apprendre énormément de choses. Il y a des images d'archives. D'ailleurs, en double écran, on peut voir le témoignage de plusieurs protagonistes. Merci en tout cas pour ce doc. Il est vraiment excellent. Merci. Mais comme tu aimes bien les thèmes forts et puissants, tu as fait un autre doc, Le monde racisé dans le cinéma français. Ouais, oui. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, juste une petite chose sur l'histoire la vraie histoire du zouk, et ça c'est le zouk. Ouais. Nous sommes le seul documentaire, parce que beaucoup de gens ont essayé de copier, de faire, machin, mais ça n'a rien à voir. La vraie histoire du zouk, ça c'est le zouk, c'est le documentaire fondamental sur le zouk, parce que ça raconte notre histoire. Nous avons une approche transversale de cette musique. Et tous les téléspectateurs qui regardent ce film reconnaissent que nous sommes les meilleurs, c'est le meilleur documentaire sur le zouk. Non, franchement, il est très complet. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à rester connecté. Appelez la chaîne pour savoir à quelle heure ça passe. Parce que, honnêtement, ce documentaire est excellent. Et puis, il y a les petites phrases de Francky Vincent, vous verrez. Vous allez kiffer. Ah, Francky, il est génial. Ah oui, qu'on salue. Parce que, non, franchement, regardez le documentaire. Donc, on revient encore sur un autre documentaire très fort, Le monde racisé dans le cinéma français. Justement, tu t'es attaqué à ce sujet-là qui est très compliqué. Pour toi, quelle est la place du noir dans le cinéma français? Ben, c'est la question que l'on se pose quand on regarde les rôles qui sont confiés en général aux noirs dans le cinéma français. Donc, j'ai pris à bras le corps cette question, hein, parce que... et j'interroge, parce que mon documentaire est une sorte d'interpellation de tout le monde. Nous tous, nous sommes concernés. Français, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos origines. Exactement. Voilà. Nous sommes, parce que le cinéma, c'est quoi, Stylie? Le cinéma, c'est un art populaire qui réunit dans une célébration partagée toutes les couches de la population sans distinction de couleur, de race, d'origine, de classe sociale. C'est ça le cinéma. Le cinéma donne donc à voir ce que nous sommes. Ça donne à voir ce qu'est une société. Mais, ce qui veut dire donc que quand vous allez au cinéma, le cinéma, c'est l'art populaire qui va permettre l'expression la plus large possible de toutes les émotions humaines. Rire, pleurer, frémir, hurler de rire ou de peur. Voilà, se reconnaître dans les personnages, se reconnaître dans les histoires qu'on nous donne à voir. Et Stendhal disait que le cinéma, que le roman est comme un miroir qu'on promène sur la société et dans laquelle va se lire la diversité de la société. Donc on peut appliquer la même chose au cinéma. Mais est-ce bien le cas? Est-ce que notre cinéma, est-ce que le cinéma français reflète la réalité de la société française? À l'évidence, non. Puisque quand on montre le cinéma, quand on regarde le cinéma français, il y a très peu de diversité dans le cinéma français. Et ça, c'est un handicap aujourd'hui. C'est un handicap pour notre cinéma parce que le monde change. Notre société change. Nous avons une société qui est de plus en plus plurielle, qui est métissée, nous avons des histoires à raconter. L'histoire de France n'est pas que l'histoire de la France hexagonale, c'est aussi l'histoire de la France ultramarine. C'est toutes ces histoires qui font l'histoire de France. Et les histoires qui se passent ici, la participation des Domiens, des Afrodescendants dans l'histoire de France fait partie du roman national. Il faut le raconter. Et malheureusement, on n'a pas l'opportunité ou l'occasion de le raconter. Et quand nous représentons dans le cinéma, quand on représente des Noirs dans le cinéma français, on les cantonne dans des rôles racisés, comme si la couleur de sa peau devait déterminer le personnage qu'il va jouer. Non, on le voit aujourd'hui, on voit que le cinéma mondial, regardez Bridgerton, la chronique de Bridgerton, l'acteur principal, il est noir, il joue un rôle c'est un grand duc, mais il est noir. Voilà. Donc, en plus, c'est de la fiction.
La fiction permet tout. Exact. Il faut que nous soyons capables aujourd'hui, dans notre cinéma, de présenter des acteurs, quand ils sont compétents, ils sont capables de jouer tous les rôles. Les Noirs ne sont pas réduits à jouer le rôle de dealer, d'immigrants clandestins, de gangsters, de braqueurs, les femmes, de drogués, de exact. machin ou de bonnes machin et tout. Exactement. Non. Quand un acteur est compétent, a des qualités pour jouer, regardez Firmin Richard, pour ne pas la citer, elle est capable de jouer tous les rôles. Regardez Omar Sy. Omar Sy. Regardez, Voilà. Alors, franchement. à un moment, on a parlé de ah ouais, mais ils sont pas bancables. Mais je suis désolé. Dans le documentaire que je fais, Ouais. la question que je pose, je vais devant des cinémas à Paris. Ouais. Citez-moi le nom de 3 ou 4 acteurs noirs américains. La flamme, ça fuse. Exactement. Tout le monde cite. Dès que je dis, mais citez-moi le nom de 2 ou 3 acteurs noirs, femmes ou hommes français, Ouais. et là, ça commence à hésiter. De temps en temps, il y a le nom d'Omar Sy qui va Exact. sortir, mais hélas, le nom d'Omar Sy, ça recouvre, c'est l'arbre qui... Ouais, voilà. exactement, ça cache un petit Ça peu cache le vide qu'il y a derrière. Voilà, Exactement. et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est dramatique. C'est pour cela, non, on ne se pose pas non plus en termes de victimes, machin. Non, c'est fini, ça. C'est terminé. Aujourd'hui, il y a des jeunes, des jeunes qui essayent de faire des choses, Ouais. et ils le font. Exact. On le fait savoir. C'est la réappropriation de l'écriture de notre propre histoire, vue par nous-mêmes pour les autres. Pour les autres. Nous ne faisons pas contre les autres. Non, pas du tout. On fait pour montrer aux autres, voilà ce que nous sommes, voilà comment nous nous voyons. Ce n'est pas vous qui allez nous imposer votre regard sur nous. Excellent. Vous voyez pourquoi je l'adore, lui? Mais voilà, et la passion qu'il vous donne là, à travers votre petit écran, c'est la même passion que vous retrouvez dans ces docs. Là encore, où est-ce qu'on peut retrouver ce documentaire? Il est sur Canal+, hein, il est toujours sur MyCanal. Il est toujours sur MyCanal. Sur donc MyCanal. Tous à vos codes. Tous à vos codes, Et voilà. là, bien sûr, tu étais en Guadeloupe pour venir présenter donc ton tout dernier bébé. Malheureusement, à cause de la Covid Eh oui. des restrictions sanitaires, ça a été repoussé. On ne dira pas annulé, bien sûr. Non. Guadeloupe, terre de Rome et des hommes. Encore une fois, tu t'attaques toujours aux choses identitaires, culturelles. Pourquoi avoir pris justement le thème du rhum? On vous rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais c'est vrai qu'on se rencontre dans le monde que le rhum devient quelque chose de précieux. Il est de plus en plus apprécié, ça devient un trésor. Pourquoi tu as choisi ce thème justement? Bien. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que souvent, quand on dit rhum, On pense à l'alcoolique. on pense seulement à l'alcool, Ouais. machin et tout. Et on associe aussi bien souvent, bien sûr, le rhum à la Guadeloupe. On a la route du rhum, etc. Exact. Tout ça, ça a contribué à faire en sorte que l'image de la Guadeloupe soit connue dans le monde entier. Ouais. Mais j'ai voulu revenir à l'histoire. Le rhum, quand on parle de rhum, oui, on voit la boisson. Mais derrière la boisson, il y a des hommes et des femmes. Ouais. Parce que le rhum n'est pas hors sol. Le rhum s'ancre sur un territoire. Il est porteur d'une histoire, Ouais. d'une histoire d'hommes et des femmes que le tumulte de la grande histoire a fait se rencontrer sur cette terre qui s'appelle la Guadeloupe. Ouais. Eh bien, de ce tumulte de l'histoire, il est sorti un produit qui s'appelle le rhum, dans lequel, toute communauté confondue, Ouais. nous nous reconnaissons, ici en Guadeloupe. Eh bien, le rhum est devenu donc une sorte de dénominateur commun à notre identité commune. Ouais. Nous le partageons tous, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient... Exact. Voilà, c'est quelque chose que nous partageons. J'ai voulu donc raconter cette histoire parce que ce produit, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose c'est un produit aujourd'hui qui est pratiquement le premier alcool consommé dans le monde. Exact. Et Il a changé d'image, Voilà, c'est fou. il y a une mutation profonde Eh oui. d'une image qui était au départ Péjorative, une image péjorative, qui n'approchait pas les spiritueux prestigieux comme le cognac ou le whisky. Alors aujourd'hui, le rhum monte en puissance Oh là là. et est en train de dépasser, va dépasser tous ces alcools parce que c'est quelque chose qui est consommé partout dans le monde. Et la particularité de notre rhum dans notre région, c'est que nous sommes les seuls à produire ce qu'on appelle le rhum agricole. Okay. Et la quantité de rhum, de rhum agricole sur le rhum consommé dans le monde entier est inférieure à 3% pour être très optimiste. D'accord. Ce qui veut donc dire que notre rhum a un boulevard devant lui
pour se développer, que ce soit notre rhum de Guadeloupe ou celui de la Martinique, puisque ce sont des rhums agricoles. La différence entre rhum agricole et rhum industriel étant que le rhum agricole est fait à base de jus de canne, alors que le rhum industriel est fait à base de mélasse, une matière qui n'est pas noble. Voilà, il faut le savoir. Exactement. Ça. Voilà. Et donc, j'ai voulu raconter cette histoire. C'est quoi le rhum? C'est quoi le rhum? C'est la question que je pose à tous les spectateurs, téléspectateurs qui nous regardent. C'est quoi le rhum pour vous? Répondez, réagissez sur les réseaux, justement. Voilà. Juste un commentaire en bas de l'émission parce que c'est sur Internet. Qu'est-ce que le rhum? C'est quoi le rhum pour vous? Eh bien, donc, je pose cette question. Le rhum, cette matière, aujourd'hui, qui est en train de conquérir le monde par le travail des distillateurs, quand vous verrez le film, vous verrez bien cela, comment ils expliquent cela. Eh bien, on est en train de mettre sur le marché des produits exceptionnels. La preuve, c'est que nous avons la distillerie Longoto qui a eu 2 médailles d'or sur un concours entre 200 rhums du monde différents, dans un jury international qui était constitué de 40 jurys des pays différents. Ils ont eu 2 médailles d'or sur leurs produits. C'est la preuve que le produit rhum Guadeloupe est en train de prendre de la hauteur, de la qualité. Et c'est normal parce que le public aujourd'hui est extrêmement exigeant et ils répondent par un travail de qualité depuis les champs de canne, sur les choix des cannes, sur les choix des plantations, sur le soin apporté aux produits dans le champ, sur la distillation, et bien sûr le marketing, c'est-à-dire le contenant. On ne fait plus des bouteilles de rhum basiques. Il y a le visuel qui compte. Il y a un visuel qui compte énormément, et ça compte. Et c'est ça qui a été primé dans ce concours, et j'en suis heureux, parce que vous allez voir dans le film, un des membres du jury international qui classe le rhum de Guadeloupe bien loin devant celui de la Martinique aujourd'hui. Voilà. On va se fâcher avec Martinique. Il n'y a pas de clash. Non, c'est juste une discussion. Tranquillement, Martinique. On aime votre rhum aussi. En tout cas, c'est vrai que, encore une fois, c'est devenu un produit de luxe apprécié par le monde entier. Tu es conscient qu'ici, en Guadeloupe, à une période, on avait une vieille image du rhum. Voilà, c'était la boisson, tu vois, de l'alcoolique, de celui qui n'a pas réussi, de celui qui perd son temps. Alors que là, maintenant, il est primé. Le goût, comme tu dis, tout est travaillé. Est-ce que tu penses qu'en Guadeloupe, l'image, justement, est en train de changer? Oui. L'image est en train de changer parce que de plus en plus de gens se rendent compte que nous avons des trésors sur nos... Il faut savoir que le rhum, moi je dis toujours, c'est une allégorie de notre sang, de notre sueur, de nos larmes qui ont abreuvé les sillons de champs de canne. C'est ça, le rhum. Et il est temps maintenant que nous nous réapproprions cela, et on est en train de se le réapproprier. Excellent. Parce que ce n'est plus simplement le nègre à rhum, comme dirait un personnage. Non, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il y a des collectionneurs qui savent ce que c'est parce que nous avons un trésor. On ne s'en rend pas compte. Non, mais c'est vraiment un trésor en main. Et il y a des collectionneurs aujourd'hui qui... vous savez, j'ai vu une bouteille de rhum de Biel, par exemple, un Biel 94, qui vaut 8 000 €. Exactement. Il faut le savoir. Oui. Pour avoir de bonnes bouteilles, il faut dépenser. Et ils se battent pour avoir ce genre de bouteilles-là. Absolument. Donc, bien sûr, on a nommé quelques rhums. Longto, il faut en nommer 3. Longto, Bologne, Perlaba et Biel. Et voilà. Donc, c'était pour que le CSA ne puisse pas venir. Oui, bien sûr. Non, mais effectivement, donc encore une fois, on vous rappelle que c'est repoussé, que ce n'est pas annulé. Mais il y a des protagonistes, là encore, vous avez pu voir la bonne annonce, qui sont excellents, bien sûr. Il y a notre ami Joey Star, qu'on recevra peut-être, qui sait. Oui. En tout cas, le film a été, l'avant-première a été déprogrammée pour des raisons qu'on connaît, parce que bien sûr. Derrière, tous les partenaires, c'était pas simplement la projection du film, mais il y avait aussi des manifestations qu'on avait prévues derrière, etc. Et vu les conditions... C'est reculé pour mieux sauter. Mais ils reviendront. Joey Star, Fermine Richard, Jacob Desvarieux qui apparaissent dans le film, Babette de Rosière, qui reviendront, ils viendront pour cette avant-première ici en Guadeloupe. Mais je veux quand même dire aux téléspectateurs que le Guadeloupe Terre de Rhum a été programmé dans le cadre du festival Nouveau Regard et il passera samedi après-midi à 15h45 dans le cadre du festival Nouveau Regard
au Memorial Act. Et les billets sont en vente sur le site du Memorial Act. Faites vite parce qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a que 100 places pour ce passage-là. Vous serez vraiment les hyper privilégiés parce que vous aurez vu le film avant même sa sortie en avant-première. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas vu cette émission avant ce fameux samedi, on va se connecter sur les réseaux de Blaze pour savoir quand sera justement l'avant-première. Tout à fait. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Alors, est-ce que tu as Facebook, Instagram? Est-ce que tu as Twitter? Vas-y, balance tout. Twitter, Instagram, Facebook et même une page Facebook dédiée à Guadeloupe, terre de Rome et des hommes, sur lequel va paraître l'information sur l'horaire du film dans le cadre du festival Nouveau Regard. Il y aura une seule projection. Excellent. Voilà. De toute façon, vous tapez Blaise Menjiwa partout sur Facebook, le trouvez sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Suivez vraiment son actualité parce que c'est documentaire. Vous avez vu là, encore une fois, la passion qu'il dégage. Wow! Dans les docs, je peux vous assurer que c'est la même chose. Vous allez apprendre énormément de choses. Parce que le rhum, ce n'est pas seulement une boisson comme ça. Ça influence notre manière d'être au monde. Ça nous accompagne dans toute la vie, de la naissance à la mort. À la naissance, au baptême, il y a du rhum. Vous vous mariez, il y a du rhum. Vous mourrez, on a les veillées au rhum. Ça accompagne aussi notre gastronomie. Exactement. Il ne faut pas oublier ça. Pour digérer, il y a du rhum. Pour s'ouvrir l'appétit, il y a du rhum. Mais en tout cas, on vous rappelle que l'abus d'alcool est encore une fois dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais ne laissez pas une autre personne partir avec notre trésor après ce kebabier. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, toujours avec ta puissance, ta joie et ta bonne humeur. Tu repasses comme quand tu veux, vu que maintenant tu es de retour en Guadeloupe. Merci Stylie. Merci. À très vite, Blaise. Merci. Nous, on se retrouve aussi très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.